Et bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes Bonsoir en à vous aussi. direct. Bonsoir Odile. Nous sommes en direct Bonsoir. pour justement écouter Odile et Moni nous parler de l'impact des 5 blessures émotionnelles sur votre poids. J'ai des coucous qui viennent d'un peu partout en France, de Montréal, d'Espagne, des gens qui commencent à se saluer dans le chat en venant de même zone de France. Une Magali qui vient de Charente-Maritime, on est voisine, je suis pas très très loin moi non plus. Odile, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te présenter et présenter ton webinaire et nous dire un petit peu qui tu es, ce qui t'a amené à vouloir nous proposer cette formation et toutes ces informations aujourd'hui, s'il te plaît. Alors, je suis donc Odile, je suis thérapeute, psycho-énergéticienne et je suis spécialisée dans l'amincissement depuis 2003. L'amincissement, c'est quelque chose que je connais bien parce que j'ai moi-même été abonnée au Kilo Yo-Yo pendant des décennies. J'ai même perdu 700 kilos. Vous imaginez, 700 kilos, c'est le poids d'un ours brun. Ça dit le nombre de fois où j'ai pris quelques kilos, je les ai éliminés, repris, éliminés, etc. Et tous ces 700 kilos d'émotions, ces 700 kilos que vous connaissez peut-être, si vous êtes abonné vous aussi au Kilo Yo-Yo, parce que je pense que c'est le cas puisque vous êtes ici avec moi, 700 kilos de frustration, de culpabilité, de honte, de désespoir un peu, de voir qu'on ne s'en sort pas, etc., etc. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de me spécialiser dans ce domaine. J'ai d'abord reçu beaucoup de personnes dans mon cabinet en tant que thérapeute, et puis j'ai mis en place petit à petit, au fil de mes formations, au fil de mon expérience, une méthode qui a très très bien marché. Tout le monde j'avais d'excellents résultats. On m'envoyait la cousine, la sœur, l'amie, etc., etc. Donc ça vite, j'ai vite connu beaucoup de succès. Et puis, à l'issue de cette méthode, eh bien, je l'ai créée en ligne. J'ai créé un programme en ligne issu de cette méthode et qui marche également très, très bien. J'ai de très bons résultats, aussi bien, enfin, dans tous les pays francophones, également aux États-Unis, en Angleterre. D'ailleurs, à cet égard, je veux bien que vous me disiez où est-ce que vous en êtes avec vos kilos yo-yo. Est-ce que vous avez, vous êtes dans ce cercle vicieux depuis longtemps? Est-ce que vous avez, quel est le nombre de kilos que vous aimeriez éliminer? Dites-moi, racontez-moi un peu en quelques mots dans le chat. Comment ça se passe pour vous avec les kilos? En tout cas, c'est impressionnant. 700 kilos dit comme ça fait réaliser encore plus l'impact que ça peut avoir. C'est Oui, faramineux, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. et oui, et oui. Et oui, ça fait. Il y a beaucoup de monde ce soir qui doit connaître ça aussi. L'espoir, ça y est, on a une nouvelle technique, un nouveau régime, un nouveau produit. On se lance plein d'espoir. Et puis, on ne tient pas parce qu'on est frustré, etc., etc. C'est d'ailleurs c'est ce qu'on va détailler. Alors, Marie aimerait lâcher 10 kilos. Georgette est abonnée au régime yo-yo. Laura, ça fait 10 ans qu'elle aimerait perdre 5 kilos. Valérie, 12 kilos. Oui, eh bien, en effet, vous êtes le webinaire que j'ai préparé pour vous est destiné aux personnes comme vous qui ont 5, 10, 15, 25 kilos à perdre. Ce webinaire n'est pas destiné aux personnes qui ont engrangé des kilos pour des raisons médicales ou bien pour des personnes qui sont obèses, parce que la problématique est médicale et elle n'est pas dans mon champ de compétences. Mon champ de compétences est typiquement les cas que vous êtes en train de lister. Là, je vois que Georgette a 18 kilos, Pascal 10. Vous êtes
l'auditoire pour lequel j'ai écrit ce webinaire pour vous accompagner à éliminer ces kilos. Alors, je vais passer sur les slides. Je me permets, il y a juste, pendant que tu partages ton écran, il y a Nadège qui demande, moi j'ai au moins 30 kilos à perdre. Est-ce que je sors alors ou est-ce que j'écoute quand même la suite du webinaire? Qu'est-ce que tu peux répondre à Nadège? Oui, bienvenue Nadège. Restez avec nous. Vous faites partie de… je peux vous aider. Je peux vous aider. Alors, sur la suite du webinaire, n'hésitez pas, le chat reste ouvert. Posez toutes les questions que vous avez à poser. Peut-être qu'on les prendra en fin de présentation parce que d'un point de vue technique, ça sera un petit peu plus commode. Mais de toute façon, on vous lit et on vous répond, ne vous inquiétez pas. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous. Voilà. Donc, le webinaire s'intitule donc les 5 questions pour comprendre l'impact des 5 blessures sur le poids. Et donc, les 5 questions sont: quelles sont les blessures de l'âme et comment est-ce qu'elles surviennent? Quels sont les modes de protection inconscients que l'on met en place pour ne pas souffrir, pour ne plus souffrir? Les personnes qui sont familières de Lise Bourbeau ont peut-être entendu parler des masques, ce qu'elle appelle des masques. Donc, ce sont ces modes de protection inconscients. Nous allons les développer tout à l'heure. Quelle est l'influence de ces masques, ces mécanismes de protection sur la relation que l'on entretient à la nourriture? Le 4e point, ça va être le lien qu'il y a entre le poids, comment il s'installe et comment cette blessure influence les kilos yo-yo. Et puis, enfin, c'est très joli de connaître les 5 blessures, de faire le lien entre les blessures de l'âme, le poids, les kilos, le yo-yo, la nourriture. Mais comment est-ce qu'on fait pour se sortir de ce nœud? Comment est-ce qu'on fait pour mettre un terme définitif au fringales? Comment est-ce qu'on fait pour couper le cercle vicieux des kilos yo-yo? La question… D'abord, c'est une question d'approche. Les kilos superflus sont à la fois la cause et le symptôme des déséquilibres. La plupart du temps, je suis sûre que vous, quand vous avez commencé à vous sentir à l'étroit dans votre pantalon et que vous avez décidé de vous atteler à la tâche, vous avez sans doute tester l'approche calories ingérées, c'est-à-dire le régime, et calories dépensées, c'est-à-dire le sport. D'accord. C'est sûr que ce n'est pas en comatant devant la télé, en mangeant des chips et des pizzas, qu'on va retrouver une taille de guêpe. Ça, on est bien d'accord. Pour autant, cette approche est loin d'être suffisante. Elle est fausse parce que les calories… Il y a plusieurs valeurs de calories. La calorie en tant que telle, ça n'est pas suffisant. Quel est le nutriment? Vous voyez, par exemple, un pain au chocolat, c'est 260 calories. Un maquereau, c'est 260 calories. On est bien d'accord que les nutriments ne sont pas pareils et que le maquereau ne va pas peser sur les hanches de la même façon que le pain au chocolat. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette approche n'est pas satisfaisante. Et puis, elle est complètement dépassée parce que maintenant, la science a montré très largement que les kilos ne sont pas liés uniquement à cette approche calories ingérées, calories dépensées, mais qu'il y a plein d'autres points qui peuvent jouer également sur l'amincissement. Et nous allons en reparler brièvement parce que ce n'est pas le sujet, mais nous allons quand même aborder rapidement ce point pour bien situer la problématique. Et c'est la raison pour laquelle 90% des échecs sont reconnus dans les démarches d'amincissement. C'est parce qu'on voit bien que cette approche ne tient pas sur la longueur. Vous voyez, je vous ai montré un iceberg parce que l'approche calories ingérées, calories dépensées, c'est la partie émergée de l'iceberg d'une façon, parce qu'on voit que c'est du stock, mais la partie immergée de l'iceberg, ce sont les kilos émotionnels, c'est l'émotion, et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Ce que vous connaissez, là, je vous ai refait rapidement la façon dont le cercle vicieux des kilos
s'installe. D'abord, on part avec une faible estime de soi, un manque de confiance en soi, souvent lié aux blessures de l'âme que nous allons aborder tout à l'heure. Et ce mal-être, on le compense par de la nourriture. On l'apaise, on remplit peut-être un vide intérieur par de la nourriture, souvent plus que ce dont on a besoin. Donc, on stocke. Et puis, à un moment, stop, ras-le-bol, ça suffit, on veut maigrir. Et on va se lancer à corps perdu dans une démarche d'amincissement qui va commencer, bien sûr, par un régime. Et comme on veut maigrir avant-hier, eh bien, on va choisir un régime sévère qui va pouvoir nous donner des résultats rapides. Et là, il va y avoir une sorte de dichotomie. D'un côté, on va être content parce qu'on va voir qu'on commence à être un peu large dans son pantalon, on va voir sa silhouette se dessiner, on va être content. Mais d'un autre côté, et c'est là la dichotomie, c'est que si on a l'estime de soi monte parce qu'on a une silhouette qui commence à nous satisfaire, de l'autre côté, la nourriture grasse, la nourriture sucrée qui nous réconfortait, qui nous apaisait, eh bien, n'est plus là pour apaiser le mal-être qui, lui, n'est pas pris en charge. Et donc, la frustration liée au régime sévère, l'absence de réconfort va faire que le malaise va s'accroître. Et puis, à un moment, eh bien, on va craquer, la frustration va être trop forte, on va craquer et on va se lâcher face à du chocolat, face à du gras, face à des biscuits apéritifs. Et là, on va commencer la deuxième partie du cercle qui va être la remontée de poids. Et cette partie va être encore plus fragilisante parce que le critique intérieur va se déchaîner. Tu es incapable de tenir tes objectifs, tu es incapable de résister face à la nourriture, tu n'as aucune volonté. Et là, le critique intérieur va faire comme un filtre déformant qui va nous voir encore plus ceci ou encore plus cela quand on va se voir dans le miroir. Et on va se voir, et donc on va être notre regard critique va nourrir encore le mal-être intérieur et donc eh bien on va avoir encore plus besoin de grignoter pour se réconforter, on va avoir encore plus besoin de nourriture pour apaiser sa culpabilité, pour apaiser sa honte, on va regrossir et hop, on va être reparti dans un sens. Dans le yo-yo. Et actuellement, donc les solutions que l'on trouve et auxquelles vous avez sans doute fait appel, donc c'est le régime dont je vous parlais, la dimension, l'équilibre alimentaire, ou en tout cas le régime, les poudres hyperprotéinées, les coupes fins, etc. L'autre, ça peut être le coach sportif, ça peut être la liposuction, ça peut être les exercices, ça peut être le jogging, ça peut être l'anneau gastrique pour les cas les plus difficiles. Ça peut être aussi de la crème amincissante, etc. Alors, c'est bien parce que la silhouette s'améliore momentanément, mais la cause profonde de l'émotionnel n'est pas prise en charge ni pour l'approche alimentaire, ni pour l'approche sportive et physique. Et donc, la souffrance émotionnelle est toujours présente. L'approche que l'on trouve depuis quelques années, c'est la lutte contre le stress. Alors, ce n'est pas une mauvaise idée parce qu'effectivement, on a remarqué que souvent le stress occasionnait des crises de boulimie ou des fringales. Certes, mais encore une fois, on ne va pas au fond de la chose. Parce que qu'est-ce que c'est que le stress? Le stress, c'est la certitude, c'est la conviction intime que l'on n'est pas à la hauteur d'une situation. Donc, il est important, plutôt que de respirer et de faire de la sophrologie ou de je ne sais quoi pour apaiser le stress, il est important d'aller au plus profond de la cause, qui est pourquoi est-ce que je ne me sens pas à hauteur de la situation. Et c'est souvent en lien avec la fameuse blessure d'âme dont nous allons parler. La question, en fait, vous avez vu tout à l'heure l'iceberg, nous sommes des êtres holistiques, nous sommes des êtres multidimensionnels. Et pour avoir une réponse efficace, pour avoir une réponse durable à cette problématique des kilos yo-yo, mais aussi à n'importe quelle problématique, c'est d'adopter une approche holistique, une réponse holistique à un problème holistique. Et en ce qui concerne le corps, eh bien, vous voyez, en ce qui concerne, pardon, les kilos yo-yo,
tout est interdépendant et toutes les approches doivent être prises en compte pour apporter une réponse efficace et durable au kilo yo-yo. Sinon, eh bien, on est reparti encore pour un tour. Je vais vous donner un exemple pour illustrer à quel point tout est interdépendant. Nous allons voir juste après l'une des blessures d'âme qui est très fréquente, c'est le manque de confiance en soi qui découle la plupart du temps de ces blessures. Le manque de confiance en soi, le manque d'amour de soi. Le manque d'amour de soi, en médecine chinoise, il est lié au pancréas. Et qu'est-ce qu'on fait quand on manque de confiance en soi? On mange du sucre. Le sucre, si on en abuse, comme vous le savez, ça peut entraîner un dérèglement, ça peut entraîner le diabète. Et c'est un dérèglement du pancréas. Si donc on est dans le psycho-émotionnel, vous voyez, le manque de confiance en soi, je suis dans le psycho-émotionnel, ça touche le pancréas, ça touche le corps. Lorsque le pancréas est impliqué dans le manque de confiance en soi, ça a un impact sur le méridien de la rate pancréas. Et lorsque le méridien de la rate pancréas est déséquilibré, eh bien, on a l'envie de sucrer est exacerbée. Et donc là, on arrive dans l'équilibre alimentaire, vous voyez? Et la croyance erronée de je n'ai pas confiance en moi, je suis nul ou je ne sais pas trop quoi, on est dans la croyance erronée. Vous voyez, comme tous ces points, juste sur ce point-là, le manque d'amour de soi, vous voyez comme toutes ces approches sont interconnectées et qu'il est vain d'utiliser une seule approche pour pouvoir mincir. Il faut vraiment aborder toutes les dimensions de l'être. Donc, en ce qui concerne le corps, donc il y a la santé, il y a l'équilibre énergétique qui n'est jamais abordé dans aucune des solutions d'amincissement que l'on propose. Et Dieu sait si pourtant l'équilibre énergétique est central parce qu'il est très subtil. Il y a évidemment l'exercice physique, comme je vous le disais. Il y a la dimension psycho-émotionnelle, c'est ce qu'on va voir dans un instant, avec les blessures d'âme, également les cicatrices émotionnelles et l'estime de soi, la confiance en soi qui en découle. Les croyances erronées sont souvent liées à la dimension émotionnelle et sont souvent véhiculées soit par l'éducation, soit par la culture, et elles portent sur soi, sur les autres, sur le poids, sur les rondeurs, sur la féminité, sur la maternité, etc. On reprend donc les 5 points que nous allons aborder. D'abord, la première question, quelles sont les 5 blessures d'âme et comment est-ce qu'elles surviennent? Les 5 blessures d'âme, ce sont les suivantes: trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Et vous avez vu, il y a l'acronyme TRAHI. Pourquoi? Parce que quand un enfant, les blessures d'âme interviennent dans la première période de vie, dans les premières années de vie. Et l'enfant, à ce moment-là, il est tout amour. Et les blessures qu'il va vivre vont être comme une trahison face à son amour, à l'amour qu'il donne aux personnes qui prennent soin de lui. Donc, c'est la raison, c'est un aide-mémoire de se souvenir de cet acrostiche trahi. Il y a un autre point que je voulais vous préciser, c'est qu'on n'est pas, donc comme je vous le disais, ces blessures interviennent dans les premières années de vie. Il est très important de prendre en compte qu'il ne s'agit pas, ce n'est pas tant l'événement qui compte, mais la façon dont l'enfant vit l'événement. Je vais vous donner au cours de cet exposé, je vais vous donner quelques exemples de rejet, d'abandon, etc. Et vous allez voir à quel point le parent n'a pas voulu blesser l'enfant volontairement. C'est souvent l'enfant qui voit les choses de sa fenêtre d'enfant et qui ne comprend rien aux contraintes des adultes. Donc, c'est important de prendre conscience que c'est la perception et l'interprétation des faits qui causent la souffrance de l'enfant et non pas de ce que quelqu'un a fait ou bien est.
Et ça, c'est un premier point. Le deuxième point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que c'est le fait que notre âme s'incarne auprès de parents qui ont la même blessure d'âme à guérir. Et en s'incarnant ainsi, eh bien, ce travail va être ce travail de guérison va être fait un petit peu de conserve entre le parent et l'enfant. Les blessures d'âme sont des filtres déformants sur les situations, et à travers ces filtres déformants, eh bien, on va se sentir encore plus trahi. C'est un filtre déformant comme une loupe. On va se sentir encore plus trahi, encore plus humilié, on va ressentir encore plus l'injustice. Face à un même événement, deux personnes ne vont pas vivre l'événement de la même façon selon que sa blessure est activée ou pas, vous voyez. Et puis, un dernier point, c'est que l'idée, ça n'est pas de jeter l'anathème sur les parents. Chacun fait de son mieux. Si vous êtes parent, vous le savez bien, chacun fait de son mieux avec qui il est, avec les circonstances, avec son caractère. Et donc, l'idée, ça n'est pas de culpabiliser le parent parce que chacun fait de son mieux. Et de toute façon, eh bien, tout le monde a vit avec des blessures, vit des blessures, et je crois aussi que ça n'est pas, c'est un levier de croissance, la blessure également. Voilà. Et puis dernier point, nous avons tous au moins 4 blessures. Il y en a une qui est prédominante. Et puis, il y en a d'autres à des degrés divers. Et elles ne sont pas présentes tout le temps. Elles s'activent selon les situations et selon les stimuli que la vie nous réserve. Alors, voilà mon fameux tableau. Regardez comme j'ai bien travaillé. Alors, le premier, donc, on va prendre la trahison. La blessure de trahison, c'est le fait d'avoir peur d'être trahi à nouveau, mais c'est aussi avoir peur de trahir. La blessure, c'est la peur de blesser et la peur d'être blessé. La trahison intervient entre 2 et 4 ans, entre l'âge de 2 et 4 ans, avec le parent de sexe opposé. C'est l'enfant qui est déçu de ne pas avoir ses attentes d'attention comblées par le parent. Il a perdu confiance en ce parent. Après avoir été témoin, ça peut être de promesses non tenues, ça peut être de mensonges ou de marques de faiblesse. Et il a jugé ce parent parce qu'il a ressenti que le parent ne prenait pas ses propres responsabilités. Et pour se protéger, il va mettre en place ce que Lise Bourbeau appelle le masque contrôlant. C'est-à-dire que d'une part, de peur de trahir à nouveau, lui, il va avoir peur de s'engager. Il va avoir des difficultés à faire un choix parce que, eh bien, il a peur de ne pas pouvoir tenir ses engagements ou de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout du choix. Et il a peur d'être trahi et donc il va avoir du mal à prendre sa place et il va avoir une démarche de séducteur pour faire en sorte que, eh bien, la personne l'aime et donc ne le trahisse pas. Le deuxième point, la deuxième blessure, c'est la blessure du rejet. Elle est vécue de la conception à 1 an avec un parent du même sexe. Par exemple, une maman qui ne peut pas allaiter sa fille va programmer une blessure de rejet chez la fille. En revanche, si une maman ne peut pas allaiter son fils, elle va activer une blessure d'abandon chez le garçon. Donc, le rejet, de la conception à 1 an avec un parent du même sexe, l'enfant s'est senti rejeté par le parent du même sexe et il ne croit pas en son droit d'exister. La blessure du rejet, c'est la blessure qui est la plus dévastatrice parce que quand on est rejeté, c'est parce qu'on ne veut pas de nous. À l'inverse de l'abandon, à la différence de l'abandon, où quand on abandonne, c'est qu'on ne peut pas s'occuper de l'enfant. Le rejet, on ne veut pas s'occuper de l'enfant. C'est la raison pour laquelle cette blessure est la plus difficile à vivre. Et elle est la plus destructrice
et l'enfant qui a été victime de rejet, enfin en tout cas de la blessure de rejet, eh bien, il se croit nul, il n'a pas de valeur, il pense qu'il n'a pas de valeur, il va parler peu parce qu'il est convaincu que ce qu'il a à dire n'a aucun intérêt, il va être solitaire pour la même raison, et parce qu'il pense qu'il n'intéresse personne. Et puis, il va être perfectionniste parce que, comme il est nul, enfin qu'il se croit nul, eh bien, il va essayer de faire les choses le mieux possible pour cacher le fait qu'il est nul et pour éviter d'être rejeté. Et c'est le masque du fuyant. La troisième blessure, c'est la blessure d'abandon. Donc, à nouveau, la peur d'être abandonné ou la peur d'abandonner. Elle prend place entre 1 et 3 ans avec le parent du sexe opposé. L'enfant qui a souffert de cette blessure, il a souffert de ne pas se sentir soutenu par son parent. Il a manqué de nourriture affective, ou bien il peut avoir reçu une forme d'affection qui n'était pas chaleureuse et qui n'était pas à la conforme à ce à quoi il s'attendait, ce dont il avait besoin. Pour se protéger, eh bien, il va porter le masque du dépendant. Donc, il va avoir besoin des autres, il va créer un lien fort avec les autres en demandant des conseils, il va avoir peur de la solitude et il va avoir du mal à quitter un lieu, à quitter une situation, à quitter des amis, etc. Souvent, les petits-enfants qui ont une blessure d'abandon ont du mal, par exemple, quand ils sont invités chez des amis, et que leurs parents viennent les chercher, ils font une comédie parce qu'ils ont énormément de mal à quitter le lieu de la fête ou de l'anniversaire ou de l'après-midi, du mal à quitter leurs amis, etc. La quatrième blessure, c'est la blessure d'humiliation. Et elle prend place, elle est activée entre 1 et 3 ans avec le parent qui réprimait toute forme de plaisir physique. C'est souvent la maman parce que c'est souvent le parent qui s'est occupé de lui. Et cette blessure peut être vécue avec l'un ou l'autre des parents, donc c'est en général la maman, mais ça n'est pas systématique. Une blessure d'humiliation qui est extrêmement courante, elle prend place au moment du repas du petit. Le petit, il est tout content, le moment du repas, c'est la fête. Il y a du mou, il y a du tendre, il y a peut-être du croustillant, il y a du chaud, il y a du tiède, il y a du frais, du sucré, du salé. C'est un festival de saveurs, un festival de goût, un festival de sensations. Le petit, il s'éclate. Et si un parent arrive et le gronde parce qu'il a mis des taches sur son vêtement ou qu'il en a mis un peu partout, eh bien, c'est là que la blessure d'humiliation va prendre place parce que, eh bien, il va comprendre qu'il est puni parce qu'il a pris du plaisir à manger. Et donc, il va avoir tendance à se récompenser par la nourriture, mais en même temps, il va s'arranger pour ne pas prendre plaisir à faire les choses. Il va s'arranger pour ne pas avoir de temps pour lui, pour ne pas avoir le temps de faire les choses et d'avoir du plaisir à faire les choses. Et il va avoir tendance à se punir lui-même. On va développer ce point avec la nourriture tout à l'heure. Et puis, enfin, donc la dernière blessure qui est l'injustice. C'est entre donc 4 et 6 ans, avec le parent du même sexe. C'est un enfant qui a souffert de la froideur du parent. C'est un enfant qui n'a pas pu s'exprimer et il n'a pas été lui-même avec ce parent. Il a réagi en se coupant de sa sensibilité. Il s'est imposé d'être parfait. Il s'est imposé d'être performant dans tout ce qu'il faisait et ça a entraîné le fait qu'il a complètement bloqué l'expression de qui il était. Le masque qu'il va mettre en place pour se protéger de cette blessure d'injustice, c'est le masque rigide
il est souvent stressé, il est rarement malade, c'est quelqu'un d'ordonné, il est très sensible et il n'ose pas exprimer l'amour ni recevoir de l'amour parce que ça crée de la souffrance. Cette blessure d'injustice, elle est très souvent activée dans les fratries. L'enfant vit comme une injustice le fait qu'il se passe quelque chose avec un frère ou une sœur et pas avec l'autre, etc. Ça, c'est très, très fréquent. Voilà pour les blessures et les masques. Alors, comment est-ce que les blessures émotionnelles ont un impact sur le mode d'alimentation? Alors, pour ce qui est du contrôlant, comment est-ce que le contrôlant s'alimente? Alors, le contrôlant, d'abord, il a du mal à l'admettre qu'il est contrôlant. Et il a besoin de contrôler les autres. Il a en particulier les personnes de sexe opposé parce qu'il veut que l'autre respecte ses engagements. Il va chercher à avoir le dernier mot, il va chercher à interrompre, à prendre toute la place dans une conversation, etc. Il va tout faire pour être reconnu comme une personne spéciale, comme une personne forte, comme une personne compétente. Et il va refuser de s'engager, comme je disais tout à l'heure, il va refuser de prendre ses responsabilités. Et ça se transcrit dans la nourriture par le fait qu'il ne va pas faire attention à ce qu'il mange. Il va avaler sans mastiquer. Il va souvent manger plus que ce dont il a besoin. Il veut tellement contrôler les autres, il veut tellement contrôler la nourriture qu'il mord dedans. Il peut dire souvent, comme c'est bon, comme c'est délicieux, mais comme il est dans sa blessure, eh bien, il ne se rend pas vraiment compte. Il va avoir bon appétit, il va manger rapidement, il va souvent ajouter du sel et des épices parce que ça va lui permettre de contrôler ce qu'il mange, de contrôler la saveur de ce qu'il mange. Et peut-être connaissez-vous des gens autour de vous qui salent d'office ce qu'ils ont dans leurs assiettes sans même goûter. C'est typique du contrôlant. Et puis, quand c'est quelqu'un d'autre qui a préparé le plat, eh bien, il va pas forcément bien le vivre, et puis il va peut-être ajouter des épices ou etc. Parce qu'il veut maintenir le contrôle. Pour ce qui est donc du fuyant, le fuyant, il est déconnecté de ses sensations. Il se réfugie dans le sucre en grande quantité ou bien à défaut de l'alcool, mais le sucre c'est une drogue dure, hein, ne l'oublions pas. Hein. Et puis, ou alors il va choisir une nourriture très, très épicée. Et le cercle vicieux du sucre avec l'hypoglycémie, ça entraîne une baisse d'énergie, hein, on n'oublie pas. Et donc le fuyant, lui, il va avoir l'appétit coupé par les émotions ou bien par la peur. Il va manger en petites portions et puis il peut être prédisposé également à l'anorexie. Peut-être savez-vous que la nourriture, c'est lié à la maman et que lorsque l'anorexie, c'est le refus de la nourriture, donc c'est le refus de la relation avec sa maman, en tout cas de la relation avec sa maman telle qu'elle est actuellement, telle que l'enfant la vit actuellement. Ce n'est pas forcément le rejet de la maman, c'est le rejet de la relation telle que l'enfant la vit. L'abandon, c'est le dépendant qui a besoin d'attirer l'attention, qui ne veut pas déplaire. Il va rechercher l'amour à l'extérieur de lui. Il va manger sans faim pour remplir un vide intérieur. Et quand il mange en compagnie, eh bien, il mange lentement pour faire durer le plaisir. Ça peut être quelqu'un qui peut être boulimique. Il va aimer les aliments mous et il va avoir très bon appétit. Le masochiste, donc qui porte le masque du masochiste pour se protéger de la blessure d'humiliation, lui, il va se contrôler pour ne pas jouir de ses sens, car il ne le mérite pas. Il va manger ce qu'il est censé devoir manger quand il est en compagnie, mais quand le masochiste est seul, eh bien, il va manger beaucoup de ce qu'il aime. Et plus grand est son plaisir et plus grande est sa culpabilité de se laisser aller. Et il va manger également pour se remplir et pour ne plus sentir son corps.
Et il va porter son choix sur des aliments riches en gras, en beurre, en crème, en chocolat. Il va plutôt être boulimique ou bien il va manger des petites portions tout le temps dans la journée. Il va avoir honte de s'acheter des douceurs ou de manger des douceurs et il va le faire en se cachant. Et puis, il va avoir peur de devenir dégoûté de ce qu'il mange, comme autant qu'il est dégoûté de lui-même. Et puis, la dernière, pour la justice, donc qui porte le masque du rigide, eh bien, le rigide, lui, va arriver à se contrôler beaucoup et il va arriver à suivre un régime draconien pour garder le poids qu'il s'est fixé. Il trouve absolument inacceptable de se laisser aller. Et il est tellement dans le contrôle qu'il arrive à se convaincre que ce n'est pas grave parce que c'est inhabituel. Par exemple, le rigide, peut-être que vous en connaissez, il va dire « je ne mange jamais de sucre, je ne mange jamais de dessert, je fais toujours attention ». Le rigide, il éprouve de la difficulté à savoir d'où viennent ces problèmes, car il n'est pas question, il n'est pas conscient de quoi il se sent coupable. Il est un peu dans le même pas mal. Si vous voulez. Et lorsqu'il perd le contrôle, il n'en parle pas parce qu'il a tellement honte. Et puis, de toute façon, à quoi ça sert d'en parler? Parce que c'est exceptionnel, ça n'arrive jamais. Et puis, ça ne se reproduira plus, bien sûr. Et donc, le rigide, il ne supporte pas quand des proches mangent trop. Parce que le rigide ne se le permet pas. Donc, il ne supporte pas quand ses proches mangent trop. Et le rigide, il va préférer les aliments salés. Il aime également tout ce qui est croustillant. Et puis, il va se contrôler pour ne pas grossir. Il se justifie. Il a honte quand il perd le contrôle. Il est exigeant vis-à-vis de lui-même. Et puis, il peut ajouter des épices dans son alimentation. Mais lui, il goûte avant. Il n'est pas comme le contrôlant. Parce que ce qu'il veut, c'est que tout soit parfait. Le dernier point, c'est comment est-ce que le poids s'installe en fonction de ses blessures. La blessure de la trahison, dans sa jeunesse, le jeune, l'enfant qui a été trahi, il s'est senti trop contrôlé dans sa façon de s'alimenter. Et donc, il a tendance, il mangeait des aliments défendus en l'absence des parents. Et ça a activé sa blessure de trahison. Les gens qui portent cette blessure lorsqu'elle est activée, ils n'ont pas reçu la nourriture affective dont ils ont eu besoin et ils ont été trop éduqués selon les croyances de leurs parents et non pas en fonction des besoins de l'enfant. Donc, ils ont tendance à ne pas écouter leur corps. Ils mangent plus que nécessaire. Ils ne goûtent pas, ils avalent et ils font durer la prise alimentaire parce que leurs papilles ne sont pas rassasiées. Et les personnes, ce type de personnes mangent rapidement, ils n'écoutent pas le message de satiété. Elle ne veut pas entendre de message de contrôle des autres et elle ne veut pas entendre de message de contrôle de son corps. Et ces personnes se sentent coupables car elles savent souvent et puis elles sentent aussi quand elles ont trop mangé. Mais c'est cette culpabilité qui les fait grossir. Chez les femmes, ce sont surtout les hanches et le ventre qui prendront du volume, alors que chez les hommes, ce sont plutôt les épaules et le ventre. Ils cherchent souvent à démontrer qu'ils sont forts et qu'ils sont capables. Pour ce qui est de la blessure du rejet, on ne va pas grossir. Le métabolisme est rapide parce que le tempérament est souvent nerveux. Et les abus, en revanche, affectent le système digestif. Pour ce qui est de la blessure d'abandon, ils peuvent, les personnes qui portent cette blessure, dont la blessure est activée, peuvent ingérer une grande quantité de nourriture sans grossir pour autant, parce qu'elles sont dans la croyance du pas assez. Et là aussi, les abus affectent le système digestif. À l'inverse de la trahison, de l'humiliation, parce que les personnes qui portent cette blessure d'humiliation, elles grossissent facilement et rapidement, parce qu'elles ont l'attitude intérieure du trop. Vous voyez, comme
autant le précédent était dans l'attitude intérieure du pas assez, lui, il est dans l'attitude intérieure du trop. Donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien, le poids va vite se stocker. Je mange encore trop, il faut que j'arrête. Et étant très attirés par le plaisir d'essence dans la nourriture, ils perdent facilement le contrôle et ils se cachent, évidemment, car ils ont honte. Et plus quelqu'un se dit « je dois arrêter de manger », eh bien, forcément, plus il mange. Et puis, enfin, pour la blessure d'injustice, les personnes qui portent cette blessure, elles se contrôlent tout le temps. Elles ne supportent pas de prendre 1 kilo, elles se mettent à la diète à la moindre fluctuation. Elles peuvent être à la diète toute sa vie de peur de grossir, et puis elles se sentent extrêmement coupables si elles dévient du moindre gramme. Et ces personnes vont tenter de camoufler leur faiblesse et elles vont tenter de refuser d'admettre leur perte de contrôle. Elles ne savent pas que la perte de contrôle dans l'alimentation est en lien avec le contrôle dans tous les autres domaines de leur vie. Et elles recherchent la perfection dans tout ce qu'elles font, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si elle s'est mis la pression toute la journée pour bien faire les choses, eh bien le soir, elle risque de perdre le contrôle en se disant « je le mérite bien ». Parce que pour les personnes qui souffrent de cette blessure d'injustice, le mérite, c'est extrêmement important. Ce type de personne pourra prendre du poids au fil des années, mais le poids sera uniformément réparti à cause de la culpabilité. Et puis, ces personnes sont aussi exigeantes par rapport à leur poids que par rapport vis-à-vis du poids par rapport au poids des autres. Et elles vont mettre la pression sur les autres si elles voient qu'elles prennent des rondeurs. Ce qui est important de noter, c'est que lorsque les blessures de rejet ou d'abandon sont activées, les personnes ne peuvent pas grossir à cause de la motivation qui les fait manger. Les gens qui prennent du poids se voient influencés en fait par leurs autres blessures. Ça, c'est important comme je vous l'ai dit, parce que vous voyez, comme on n'est pas 100% une blessure et qu'au fil de la journée ou au fil de la journée, eh bien, ça peut être une blessure ou une autre qui peut activer, on ne peut pas forcément se retrouver 100% dans un profil. C'est ce qui fait toute la différence, toute la difficulté de l'identification, et c'est la raison pour laquelle eh bien, j'ai créé l'atelier qui va avoir lieu la semaine prochaine. C'est justement pour vous aider à déterminer quelle est la blessure la plus importante et comment s'en libérer. On peut être influencé par plus d'une blessure dans une même période, mais par exemple, une personne masochiste ne peut pas s'empêcher de manger beaucoup de gâteaux et puis ensuite, elle se mettra à la diète parce qu'elle va devenir une personne rigide. Vous voyez, là, du coup, ce n'est pas au fur et à mesure de la journée, c'est en fonction de la situation qui évolue. Et la raison principale qui fait grossir d'une manière, quelle que soit la blessure, c'est la culpabilité suivie de la non-acceptation de soi-même. Mais on écoute ses besoins alimentaires, moins on écoute les besoins alimentaires et moins on écoute ses besoins en général. Et c'est ce qui est important de guérir lorsque on fait un travail pour l'amincissement. C'est une dimension qui est très importante de prendre en compte. Alors, comment guérir ces blessures émotionnelles? C'était le 5e point qu'on avait prévu que je vous ai annoncé pour ce webinaire. Comment guérir ces blessures émotionnelles? On peut dire qu'il y a plusieurs étapes. La première, c'est de prendre conscience de l'existence de sa blessure et de prendre conscience de son rôle de filtre déformant et d'être d'une certaine façon son propre observateur, d'identifier les situations qui activent les blessures, de prendre conscience que eh bien, la situation, elle n'est pas exactement telle que je l'aperçois. C'est moi, à travers mes blessures, qui perçoit la situation comme étant, par exemple, injuste. Donc, et donc,
prendre conscience que à cause de cette blessure émotionnelle qui est activée, eh bien, j'ai besoin de manger telle nourriture, etc. La dernière, dans telle circonstance et tout ça. Le troisième point, c'est pratiquer les exercices psycho-émotionnels qui vont permettre de cicatriser et de guérir les blessures d'âme en profondeur. Il est important de faire appel à différents types d'exercices psycho-émotionnels parce que chacun de ces types va interpeller un niveau de blessure différent, un niveau une dimension de l'être qui est impactée par cette blessure. Ça n'est pas si simple, c'est pas parce qu'on fait un exercice ou qu'on prend conscience de la blessure que pof, ça y est, c'est fait, c'est plié et on est débarrassé. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut interpeller le conscient, interpeller le subconscient, interpeller l'enfant intérieur, il y a les mémoires corporelles, il y a des pratiques, un ensemble de pratiques à mettre en place et à faire pour guérir chaque niveau, chaque dimension, et chaque exercice va jouer en synergie avec les autres pour pouvoir atteindre une guérison et une cicatrisation en profondeur et se libérer définitivement des kilos yo-yo. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en place un atelier. C'est pour vous permettre d'aller plus loin parce que je suis bien consciente que je vous ai donné beaucoup d'informations qui sont à la fois très précises, mais je pense que vous devez vous dire, tout au long de la présentation, vous avez dû vous dire que vous retrouviez dans tel profil, et puis aussi dans telle blessure, et puis aussi dans telle blessure. Alors, quelle est la blessure la plus importante ? Quelle est celle qui est réellement à l'origine de la plupart de mes kilos? Quelle est celle qui me fait le plus souffrir? Est-ce que c'est un mélange de tous? Est-ce que c'en est une en particulier? Est-ce que vous avez plein de questions et vous avez très probablement besoin d'être accompagné? Vous avez très probablement des questions qui vous concernent personnellement, que vous n'avez peut-être pas forcément envie de partager là devant 700 personnes, mais vous interrogez sans doute sur la façon dont on peut se libérer de ces blessures, de l'impact de ces blessures sur le poids. L'atelier que j'ai préparé pour vous donc porte sur 3 clés. Le premier, donc, on va reprendre un peu ce qu'on a vu tout à l'heure en allant un peu plus loin. Quel est l'aliment de prédilection en lien avec quelle blessure? Quelle est la prise de poids et en lien avec quelle blessure? Quel est le type de prise de poids en lien avec quelle blessure? Quelle est la motivation de manger? Et quelle motivation de manger en lien avec quelle blessure? Parce que selon que vous mangez par gourmandise ou par habitude ou par principe, eh bien, ce n'est pas la même blessure qui va être appelée. Et c'est intéressant de faire ce lien-là parce que ça va permettre, ça va être le premier point pour identifier et décrypter la blessure principale à l'origine de vos kilos yo-yo. Et puis, donc, on va faire un exercice pour identifier et décrypter. Et puis, nous allons faire aussi des exercices psycho-émotionnels qui vont être la première étape de la guérison de votre blessure principale. À l'issue de cet atelier, vous allez voir qu'il va y avoir un avant et un après. Le premier point, c'est que vous allez vous mettre plus à l'écoute de vos émotions et donc, eh bien, en vous mettant plus à l'écoute de vos émotions, vous allez vous positionner en tant qu'observateur extérieur et ça va couper au fringales. Le deuxième bonus, c'est que quand vous aurez compris le lien entre votre nourriture et la nature des émotions qui sont activées, eh bien, vous allez pouvoir mieux choisir la façon de vous alimenter. Et cela va vous permettre de trouver de l'apaisement et vous allez vous sentir plus maître de la situation parce que vous allez mieux comprendre la façon dont tout s'articule.
Et puis, le troisième point positif, c'est que à l'issue de cet atelier, vous allez comprendre que au plan émotionnel, au plan mental, vous allez être plus conscient de ce qui se joue en vous. Votre corps va se sentir écouté et il va commencer à déstocker les kilos superflus. Je vais faire un parallèle avec un enfant qui n'est pas encore dans la maturité affective, c'est-à-dire qui aura moins de 5 ans. Imaginez un enfant de moins de 5 ans qui vous dit « j'ai faim ». Si vous lui dites « tais-toi », il va devenir fou furieux. Il va se sentir, ou alors au contraire, il va s'éteindre complètement. Mais dans les deux cas, il va être extrêmement agressé. Parce que si vous lui dites « tais-toi », vous niez ses besoins, vous niez son identité, vous niez qui il est. Je ne veux pas entendre tes soucis, je ne veux pas entendre ta faim, je ne veux pas entendre tes besoins, tais-toi. Et le corps, il est comme ça. Donc, quand on ne l'écoute pas, eh bien, il stocke pour se protéger. Si à cet enfant, vous lui dites, écoute, nous sommes en voiture, je n'ai rien dans la voiture pour te donner, j'entends que tu as faim, si on passe devant un magasin, on s'arrêtera, mais dans 5 minutes ou dans 10 minutes, nous serons à la maison et je te préparerai un goûter. L'enfant se sent compris, se sent écouté et, eh bien, il va peut-être dire 5 minutes, c'est long, mais en tout cas, il va se sentir écouté, il va se sentir respecté dans ses besoins. Et le corps fonctionnera de la même façon. À partir du moment où il se sent écouté, à partir du moment où il se sent entendu, eh bien, il va commencer à déstocker. C'est Hippocrate qui a dit que le corps est le messager de l'âme. Et donc, si vous vous écoutez, eh bien, le corps n'a pas besoin de stocker pour occuper plus d'espace et pour vous dire « Ouh, je suis là ». À l'issue de cet atelier, vous saurez également mieux écouter les besoins de votre corps, ce qui vous permettra de reprendre la maîtrise de la situation et cela vous permettra de ne plus vous sentir asservi par vos pulsions alimentaires. Et puis, enfin, tous ces points vont vous permettre de retrouver de la légèreté et de l'indépendance face à la nourriture, parce que vous ne serez pas asservi par ces pulsions qui vous transforment presque en robot vers le placard à chocolat ou le placard à gâteau ou le réfrigérateur. Et puis, à la fin de l'atelier, eh bien, je vous réserve un cadeau qui est très précieux, qui est indispensable et qui vous aidera énormément pour votre amincissement. Et donc, je serai très heureuse de vous aider pour vous permettre d'alléger de vous alléger de vos kilos émotionnels, de vous permettre de mincir enfin durablement et de couper le yo-yo des kilos et arrêter cette souffrance, cette souffrance que l'on vit avec les kilos yo-yo, arrêter le fait pour pouvoir vous permettre de porter les vêtements que vous aimez, de ne pas avoir le regard que j'ai connu pendant tant de temps quand je rentrais dans un magasin, la vendeuse, évidemment, qui était comme ça, me regardait « Ah non, mais on ne fait pas votre taille, madame ». Je suis sûre que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui vivent ça. Et c'est tellement, on se sent tellement mal, on se sent à la fois honteux, on se sent coupable, on n'ose pas s'offrir un gâteau quand on va dans un salon de thé parce qu'on nous regarde en ayant l'air de dire « c'est pas étonnant qu'elle est grosse ». Tout ça, vous le vivez. Il y a beaucoup d'entre vous qui le vivent et qui savent à quel point c'est douloureux. Les kilos émotionnels, qu'est-ce que c'est lourd à porter, qu'est-ce qu'on peut
combien on peut passer à côté de notre vie. Et ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de vous accompagner pour que enfin vous puissiez vivre votre vie, que vous arrêtiez de passer à côté de votre vie, que vous puissiez partager des moments de convivialité avec vos amis sans vous dire zut, si je craque devant ce bon gâteau, je vais mettre à bas tous les efforts de toute la semaine. C'est apporter tellement de paix et tellement de légèreté dans sa vie, de réapprendre, d'arrêter de passer à côté et d'être enfin, d'oser être qui on est et de vivre vraiment sa vie à 100%. Et c'est vraiment ce que j'ai envie c'est sur ce chemin-là que j'ai envie de vous accompagner. Je lis les messages dans le chat. Marie-Christine dit, vous allez voir d'ici la fin du confinement, et oui, ça c'est vrai, parce qu'il y a, en plus des blessures, il y a l'ennui, il peut y avoir aussi du stress, il y a des tas là, les émotions, elles peuvent être très, très diverses. J'ai énormément de personnes qui m'appellent pour que je les aide à traverser cette période qui est très difficile. Selon les cas, ce sont des blessures ou d'autres, les unes ou les autres blessures qui sont activées, et c'est une période qui est difficile, c'est vrai. On va prendre les questions et je vais te laisser reprendre sur le côté pratique de ta formation. J'ai vu passer quelques questions concernant le format de l'atelier. Donc, si vous souhaitez participer, vous pouvez d'ores et déjà cliquer sur le bouton qui va apparaître soit au-dessus du chat, soit en dessous de l'écran si vous nous regardez en replay. L'atelier sera en live le 6 mai à 20h30, donc avec la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez à Odile, qui sera tout à fait disponible pour vous répondre. Si le sujet vous intéresse et que vous n'êtes pas disponible ce jour-là, il y aura un replay, donc aucune inquiétude par rapport à ça. La durée, c'est interactif, donc ça dépend un petit peu du nombre de questions que vous avez à poser. Ça va durer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Ça dépend vraiment de vos besoins. Et par rapport à la question qui m'a été posée sur les différentes modalités, donc il vous est offert de payer cet atelier en une fois ou en 2 fois. Il y a 2 tarifs différents. Le premier, donc à 37 € ou alors 2 fois 18,50 €, va vous donner la possibilité de voir l'atelier en streaming, c'est-à-dire que vous recevez un lien de connexion qui vous permet d'assister à l'atelier et de participer au chat et de revoir à volonté cet atelier autant de fois que vous le souhaitez. La version streaming est téléchargeable, donc à 47 € ou 2 fois 23,50 € si vous souhaitez, payer en 2 fois, vous donne la possibilité de télécharger l'atelier en version vidéo et en version MP3 si vous souhaitez pouvoir l'écouter en plusieurs fois dans les transports, par exemple, des choses comme ça. Et oui, vous l'avez à vie, Véronique, c'est-à-dire que tant que vous souhaitez y assister, il ne faut pas hésiter à y aller. Sauf demande, je peux m'inscrire. Je m'étais inscrite à un précédent atelier dont je n'ai pas eu de nouvelles. Est-ce que je peux m'inscrire à celui-là et jusqu'à quand? J'ai envie de dire quand vous le sentez. Après, évidemment, plus vous allez attendre et plus le risque est que vous vous disiez je vais le faire et qu'après coup, vous y pensiez un petit peu tard. Évidemment, si vous vous inscrivez au-delà de la date de l'atelier, vous n'aurez plus la possibilité de partager les questions que vous souhaitez partager en direct. Ah ben voilà, Odile a regardé le chat en même temps que moi. Donc merci d'avoir repartagé les tableaux que certaines auditrices ont redemandé. D'un point de vue purement pratique sur les questions liées à l'atelier, je crois que je suis bon. Odile, tu as dit que tu allais reparler de toute façon, plus en profondeur des différentes blessures, des différents masques et de ce qu'elles allaient imprimer dans notre corps, dans notre façon de grossir et notre façon de manger, je crois. Oui. C'est quelque chose sur lequel tu vas... Exactement. Je vais peut-être commencer à reprendre les questions que vous nous avez posées dans le chat. Annick, l'atelier, ça sera le 6 mai à 20h30.
Au niveau des questions, donc beaucoup effectivement de remarques sur la difficulté liée à la solitude, liée à l'addiction au chocolat, différentes addictions à différents aliments, notamment sucrés, difficulté avec les grignotages. Magali demande, Odile peut-elle nous aider à répondre aux besoins de nos enfants? Oui. Est-ce qu'elle peut, est-ce que Magali, je crois que c'est Magali qui Oui. peut préciser sa question, répondre aux besoins des enfants, à quel niveau? Est-ce que vous faites allusion aux besoins alimentaires ou aux besoins affectifs de l'enfant? On va laisser à Magali le temps de répondre tranquille. Edith qui demande, quel pourcentage de réussite avez-vous avec votre méthode? Ça fait longtemps que tu pratiques cette méthode et qu'elle est au point, Odile. Est-ce que tu veux nous en dire Ça un fait petit peu longtemps. plus à ce sujet? Ah oui, les résultats sont. Il m'arrive d'avoir, hélas, quelques échecs. J'ai par exemple une dame qui a très très envie de mincir, mais elle a une vie qui a un rythme effréné et elle ne prend pas le temps de prendre soin de son équilibre alimentaire. Elle avale un sandwich à toute vitesse, elle a une boîte de biscuits dans son tiroir et elle mange comme ça. Donc j'ai pas réussi quoi que ce soit. Et c'est les personnes avec qui je ne réussis pas, c'est toujours toujours ce même problème. La plupart des personnes réussissent, atteignent leur objectif et même au-delà, parce que ça n'est pas seulement la minceur que l'on obtient, mais c'est également une qualité de vie et une qualité d'être. Parce que en travaillant sur sur vos blessures, en travaillant sur les cicatrices émotionnelles, en déconstruisant les croyances limitantes et les croyances erronées qui vous sabordent et qui sabordent tous vos efforts, eh bien, vous arrivez, non seulement vous atteignez le poids que vous vous êtes fixé, mais en plus, vous gagnez en sérénité et en calme intérieur. Les exercices que je propose dans mon programme permettent de se reconnecter avec soi, de ne pas partir en guerre contre les kilos, parce que ça, c'est complètement contre-productif et toutes les méthodes qui existent invitent à partir en guerre. Et moi, je trouve que c'est contre-productif parce que notre corps, nous souffrons déjà assez comme ça et nous n'avons pas besoin de guerre, nous avons besoin d'amour. Et donc, tout le programme est teinté d'amour de soi, de la reconquête de l'amour de soi, de la reconquête d'estime de soi. Et donc, c'est la raison pour laquelle non seulement les objectifs sont atteints, mais en plus, c'est l'état d'être qui est très, très nettement amélioré. J'ai par exemple une personne qui m'a dit que j'étais mieux qu'un thérapeute de couple parce que elle, quand elle m'a contactée, c'est parce qu'elle se sentait mal dans sa vie de couple. Elle avait honte de son corps et elle vivait, elle sentait qu'elle avait perdu son pouvoir de séduction. Elle sentait elle avait peur de ne plus être désirée. Elle avait peur de voir le regard critique de son mari et eh bien sa vie de couple en pâtissait énormément. Et grâce au travail que nous avons fait ensemble, eh bien elle est toute contente. De porter des jolis dessous, elle est à nouveau sûre de sa séduction, elle est heureuse de se sentir désirée et ça complètement, elle m'a dit mais je vis une deuxième lune de miel. J'ai pas mal de mamans de mères de famille qui ont commencé, d'après l'expression de certaines, à lâcher la rampe. Parce que quand elles étaient petites, quand les enfants étaient petits, bien il fallait aller vite, donc elles allaient à l'essentiel. Elles ont arrêté de se maquiller. Et moi aussi, j'ai fait la même chose. J'ai arrêté de me maquiller pour éviter que mon maquillage aille sur la peau de mes enfants. J'ai arrêté de mettre des beaux vêtements parce que les régurgitis de bébé, comme vous savez, ça tâche. Donc, on met des vêtements qui se lavent facilement et puis qui n'ont pas de forme. Et
petit à petit, on lâche la rampe en prenant soin de soi physiquement et puis aussi sur le plan alimentaire. Et les personnes qui viennent me voir me disent, mais en fait, je me suis perdue de vue. Et tout le travail que nous faisons leur permet de se reconnecter avec qui elles sont et leur permet de repartir à la conquête d'elles-mêmes. Et c'est quelque chose qu'elles vivent avec une véritable jubilation. J'ai accompagné des personnes qui ont pris du poids après un deuil, après un divorce. Et c'est pareil, l'accompagnement que je propose est beaucoup plus large que ça, parce qu'il y a non seulement il y a des exercices, mais il y a également des consultations d'accompagnement personnalisées où nous sommes en tête-à-tête, où la personne peut vraiment se livrer et où je propose des exercices supplémentaires, des pratiques supplémentaires ou des tuyaux ou enfin ça peut être tout un tas des ressources supplémentaires pour les accompagner sur leurs problématiques précises. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai très peu d'échecs, c'est parce que en plus de toutes les ressources, de toutes les vidéos, les PDF, les audios que j'ai prévus, eh bien il y a ce rapport, cet échange privilégié d'accompagnement personnalisé qui fait toute la différence, parce que chacun a un cas, a une histoire différente, chacun a une problématique différente, et on sait bien que quand on est un peu rond, quand on souffre de ces kilos en trop, on a du mal à se confier. Et avoir une écoute bienveillante, disponible, c'est vraiment extrêmement précieux sur le chemin de l'amincissement. Eh ben, c'est impressionnant, tous ces témoignages, c'est vraiment super inspirant. Merci beaucoup. D'autres questions? Alors, je vais remonter petit à petit. D'un point de vue purement... Alors, oui, il y a Anne-Sylvie qui avait posé des questions, effectivement, j'ai vu. Juste, je ne suis pas encore remontée juste là. Sur ce que sont les pratiques psycho-énergétiques, est-ce que tu parlais de yoga, de choses comme ça, ou est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Les pratiques psycho-énergétiques, ce sont des exercices. Alors, ce n'est pas vraiment du yoga, ce sont des techniques qui permettent de se connecter avec ces mémoires corporelles, avec ces mémoires émotionnelles, et qui permettent de les guérir, qui permettent de les cicatriser. Les exercices sont très variés. Il y a d'abord une petite partie qui peut s'apparenter à la méditation, si vous voulez, de relaxation, méditation, pour bien rentrer dans son corps et pour bien se connecter avec qui on est vraiment. Et puis ensuite, bien les exercices permettent de prendre conscience et de déconstruire les mémoires. Par exemple. Et les exercices sont tellement variés et ils sont tellement nombreux, tellement variés que c'est difficile de répondre d'une façon très précise. Alors justement, l'atelier va peut-être permettre d'avoir des informations un peu plus personnalisées que ce qu'on peut faire ici, où il y a quand même beaucoup d'auditeurs qui sont présents ce soir. Oui. Et l'atelier, lors de l'atelier, justement, il y a une pratique. J'ai prévu, enfin, il y a plusieurs pratiques qui vont vous permettre de cicatriser, de commencer à cicatriser vos blessures. Super. Donc, vous allez pouvoir vous installer confortablement avec un vêtement large qui ne vous sert pas trop. Et puis, il va y avoir un début, comme une sorte de relaxation, de méditation. Vous allez rentrer en vous, vous allez vous connecter avec votre cœur et vous allez voir ce qui monte, ce qui se visualise. Et puis, à partir de là, eh bien, on va déconstruire le modèle qui est souffrant pour l'apaiser, le remplacer par autre chose. C'est extrêmement puissant, extrêmement puissant. Et souvent, on me dit, mais waouh, j'ai fait ça aujourd'hui. Et il y a un avant et un après. Ah, c'est chouette.
C'est vraiment chouette. Ah oui, mais c'est une Euh, libération, c'est jubilatoire. C'est jubilatoire autant pour la personne qui le fait que pour moi, parce que quand je vois bien comment les personnes sont dans l'état de souffrance émotionnelle profonde, l'état de mal-être profond dans lesquels se trouvent les gens quand ils viennent me voir, et petit à petit, je les vois s'ouvrir, mais comme des fleurs, mais c'est merveilleux, merveilleux. C'est vraiment, oh, c'est chouette. c'est vraiment ma mission de vie et vraiment, je suis tellement contente quand les gens me disent ça y est, j'ai réussi, j'ai atteint mon poids, mais tellement plus, tellement plus, tellement plus que les programmes qu'on peut trouver ou que les régimes, les simples régimes, etc. C'est vraiment, mais c'est la richesse de ce que je fais aussi, c'est le fait que je m'occupe, je prends en charge toutes les dimensions de cette problématique. Alors justement, à propos des différentes dimensions, une question qui vient de passer, c'est est-ce que tu vas proposer de faire des exercices physiques durant tes… Est-ce que tu vas proposer des programmes d'exercices physiques durant tes accompagnements? Et il y a plusieurs personnes qui ont demandé, par rapport à une séance telle que proposée dans l'atelier, quels résultats est-ce qu'on peut déjà commencer à espérer voir? C'est assez difficile. Ça dépend de chacun. Mais vous allez voir, il y aura, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura un avant et un après. Parce que c'est comme si vous ouvrez une fenêtre, en fait. Ça va être exactement ça. C'est comme si vous ouvrez une fenêtre, vous allez avoir accès à des tas de ressources auxquelles vous n'aviez pas pensé. Et donc, vous allez devenir observatrice ou observateur de ce qui se passe en vous. Et ça va être vraiment une découverte. Et plus vous allez le faire, et plus vous allez progresser, plus vous allez voir de résultats. Donc, c'est un peu difficile de vous dire, après l'atelier, vous allez voir, il va y avoir telle chose, parce qu'il y a l'instant T après l'atelier, mais il y a aussi tout le cheminement qui va se faire à la suite de l'atelier, tout l'enrichissement de l'atelier. Est-ce que… Oh, vas-y, excuse-moi, je Non, t'ai je ne sais coupé. pas si j'ai bien répondu à la question. Une autre question, est-ce que tu vas aborder la question de l'addiction au sucre durant les ateliers? Est-ce qu'il y a déjà une blessure particulière sur laquelle, c'est Valérie notamment qui pose cette question-là, on peut l'aider à focaliser en priorité? L'addiction au sucre, c'est quelque chose qui est multidimensionnel, comme tout le reste. C'est-à-dire qu'il y a le lien, comme on a vu, avec la blessure, mais il y a également plusieurs choses. Il peut y avoir le dérèglement de la rate du méridien rate-pancréas. C'est une véritable, je disais tout à l'heure que le sucre, c'est une drogue dure. Donc, ça demande autre chose, ça demande un accompagnement beaucoup plus large que le fait de travailler uniquement sur la blessure. Ok. Anne-Sylvie qui a posé plusieurs questions concernant les blessures, les âges et les tranches d'âge auxquelles chaque blessure était affichée. Effectivement, il y a plusieurs témoignages à ce niveau-là. Est-ce qu'un autre membre de la famille, un grand frère par exemple, peut être responsable du port de certaines blessures? Est-ce que certaines blessures peuvent apparaître en dehors des tranches d'âge indiquées dans les tableaux? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces questions-là, s'il te plaît? Alors, en effet, en fait, il y a la blessure qui se met en place au moment où je vous l'ai dit. Ensuite, il y a un programmateur et un réactivateur. Et effectivement, un frère ou une sœur ou une maîtresse ou un petit camarade à l'école peut être un programmateur. Et puis ensuite, eh bien, toute sa vie, une fois que cette blessure va être réactivée, va être programmée, eh bien, elle va se réactiver par des stimuli divers et variés de la vie de tous les jours. Oui, tout à fait. Hein. D'accord. Sauf qui dit c'est chouette l'atelier, je vais pouvoir savoir de quelle blessure. J'ai essayé de repérer les blessures, je n'y suis pas tout à fait parvenue. C'est pas si facile parce que, comme je vous disais, c'est un cocktail en fait, et c'est pas toujours. On n'est pas 100% une blessure, c'est toute la difficulté de cette identification.
Mais ça permet quand même. Mais je trouve, ce que j'essayais de faire au cours du webinaire, c'est de vous montrer quelle est l'implication de chacune des blessures sur la nourriture et de vous permettre d'identifier les différents types de blessures parce que ça au moins vous pouvez peut-être vous en rendre compte. Par exemple, vous voyez, si vous êtes particulièrement sensible à l'injustice, par exemple au travail, eh bien c'est intéressant de vous dire ah mais oui, mais en fait si je vois de l'injustice partout, ça n'est pas parce que la situation est injuste, c'est parce que moi, avec mon filtre déformant, je vois de l'injustice partout. Ou en tout cas, je vois des méga injustices là où il y a peut-être juste des petites injustices. Ou peut-être qu'il n'y en a pas du tout d'ailleurs. Mais la vie est le miroir de ce que je suis. C'est un vrai travail de développement personnel. Hein. C'est ce que j'allais dire, c'est hyper complet et ça touche à tous les domaines de vie et à tous les niveaux. C'est vraiment hyper holistique, c'est hyper intéressant, c'est vraiment chouette. Je réponds vite fait, je me permets. On me demande donc si c'est un atelier en groupe. Oui, c'est un atelier en groupe, mais il est toujours possible de poser toutes les questions que vous le souhaitez et Odile pourra répondre à vos questions au cas par cas sans aucun problème. Marie-France, si on ne voit que le replay qu'à part dispose ce jour-là, est-ce que c'est tout aussi efficace? Vous aurez aussi les informations contenues dans l'atelier? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a Mario qui pose une question sur les outils que tu utilises pour traiter les traumatismes une fois que la blessure a été identifiée. Est-ce que justement ça fait partie des outils que tu penses commencer à nous donner durant l'atelier ou est-ce qu'il y a des infos supplémentaires que tu peux déjà nous donner ce soir par rapport à ça? Alors là, vous parlez de traumatisme. Là, on n'est plus dans les blessures d'âme. Hein, donc, l'atelier, nous disposons d'une heure et demie, je crois, hein, c'est ça, 1h30. En 1h30, nous ne pouvons pas aller aussi profondément dans des cas aussi difficiles que des traumatismes. Nous restons dans la blessure d'âme, dans les 5 blessures de l'âme. Les traumatismes, c'est quelque chose de différent. Ok. Chiara a dit, c'est presque trop beau pour être vrai. Il y a une chose que je voudrais préciser à Chiara, c'est que c'est pas moi qui marche. Moi, j'accompagne. Moi, je tiens la lumière, si vous voulez. Je vous dis, attention, là, il y a un trou dans la route. Attention, là, il y a un buisson. Faites attention. Attention, là, il y a un petit ruisseau. Mais qui est-ce qui marche? C'est pas moi, c'est vous. Moi, je vous accompagne et je vous guide. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Je vais peut-être remonter un petit peu parce que j'avais commencé à prendre une question de Magali et j'attendais qu'elle nous donne quelques infos supplémentaires. En gros, Magali nous disait que elle a un enfant qui veut pas manger à table, mais qui rapidement, en dehors des heures des repas, va demander tout un tas de choses, des sucreries, des compotes, des choses comme ça. Mon fils veut manger tout le temps des choses, mais en dehors des repas, il mange très peu durant le repas, mais par contre, il pourrait passer son temps à manger du sucré en dehors des repas. Est-ce que ça peut déjà, sur un enfant qui est assez jeune, être en lien avec l'une ou l'autre blessure? Est-ce que déjà à cet âge-là, il y a des choses qu'on peut faire pour accompagner un enfant ou est-ce qu'il y a un âge minimal requis, je dirais, pour commencer à travailler sur ces blessures? Vraiment, je ne sais pas trop quoi vous répondre. C'est un sujet qui est un peu particulier et deux phrases ne sont pas suffisantes. Je suis désolée, mais on pourra peut-être en parler lors de l'atelier si Magali s'inscrit. Mais là, c'est un sujet qui est trop riche, qui demande un approfondissement. Marie-Claude demande, est-ce que cet atelier va être suffisant pour guérir ça ou ces blessures ou est-ce qu'il y aura d'autres ateliers par la suite? Non, il n'y aura pas d'autres ateliers pour la suite. Cet atelier ne va pas être suffisant. Il va être nécessaire, mais pas suffisant parce que
il y aura, vous avez vu, on a au moins 4, on a souvent 4 blessures. Donc là, en 1h30, on ne va pas pouvoir soigner toutes ces blessures. On va commencer à soigner la blessure principale. Mais ça permet de faire un premier état des lieux pour voir exactement où on en est. Et puis, il y a quelqu'un qui disait, Marie-Claude, non, c'est pas Marie-Claude, j'ai vu quelqu'un d'autre qui posait une question. Je vais te laisser regarder, je vais continuer de remonter sur le haut. En espérant ne pas avoir loupé certaines de vos questions. Si c'est le cas, je m'en excuse. Il y a vraiment beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt soulevés dans cette conférence. C'est chouette, vous êtes hyper interactifs, j'aime beaucoup. Mais du coup, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou que certaines choses ont pu m'échapper au passage, à me refaire un coucou sur le chat de manière à ce que je vous Patricia reprenne. demande, est-ce qu'on ne va pas se perdre? Elle fait allusion à quoi exactement, Patricia? À quoi faites-vous allusion, Patricia? Est-ce que c'est au contenu de la formation ou est-ce que c'est au contenu de l'atelier ou qu'est-ce que vous voulez dire par on ne va pas se perdre? Parce que justement, l'idée, ce n'est pas de se perdre, c'est justement de se retrouver. Alors, si vous vous perdez, c'est qu'il y a un problème quelque part, mais ce n'est pas l'objectif, tout au contraire. Chantal demande la perte de poids vient en combien de temps? C'est assez variable d'une personne à l'autre. J'ai remarqué qu'en général, c'est 3-4 kilos par mois. En perdant trop vite, de toute façon, c'est plus difficile de stabiliser. Si on perd trop vite, en général, c'est parce qu'on se frustre trop. Et donc, c'est l'effet rebond. Attention à l'effet rebond et attention à l'effet yo-yo. L'idée, c'est de perdre, c'est d'éliminer les kilos petit à petit. Et en fait, ce qui est l'idée, c'est d'apaiser les blessures émotionnelles. Et quand les blessures émotionnelles sont apaisées, eh bien, on n'a plus de fringales parce qu'on n'a plus rien à réconforter, on n'a plus de vide intérieur à remplir, on n'a plus d'émotions à apaiser. On prend le problème dans le bon sens et non pas j'arrête de manger pour mincir. Non, c'est quelle est la cause profonde des kilos. C'est ça le sens qui garantit l'efficacité. C'est quelle est la cause profonde des kilos? Quelle est la cause profonde émotionnelle? Y a-t-il des causes profondes de dysfonctionnement du corps, par exemple? Ça peut être le stress. J'en ai parlé tout à l'heure. Le stress déclenche l'hormone du stress qui est le cortisol. Et le cortisol entraîne le stockage des graisses. Donc, tant qu'on stresse, eh bien, on stocke. Donc, ça ne sert à rien de manger des salades sans assaisonnement, de la laitue sans assaisonnement, si on continue à stresser. Parce que même avec de la laitue sans assaisonnement, si on est stressé à mort, eh bien, on stocke quand même. Donc, il faut prendre le problème dans le bon sens pour vraiment se libérer de la cause profonde qui est à l'origine du surpoids, des fringales, de la boulimie, des grignotages. Ça me parle tellement quand tu parles de salade sans sauce et de ne pas voir quoi que ce soit bouger sur le tour de pantalon. C'est juste terrible. Ça peut être un blocage, ça peut être la flore intestinale qui est déséquilibrée, qui empêche de mincir. Ça peut être des dysfonctionnements biologiques, corporels, qui empêchent de mincir ou qui freinent. Donc, ça aussi, c'est important de le prendre en charge pour régler, pour que le corps soit au service de l'amincissement et au contraire, ne savonne pas la planche. C'est ça aussi l'approche holistique prend aussi cette dimension-là. Je vais sortir un tout petit peu des questions sur le surpoids parce qu'il y a 2 personnes qui ont demandé. Moi, j'ai le problème inverse. J'essaye désespérément de ne pas trop perdre de poids, de pas être trop mince. Sur les blessures que tu nous as présentées, il y a eu des moments où justement tu nous parlais de difficultés à grossir.
est-ce que ce sont aussi des choses que tu vas aborder dans l'atelier, des astuces ou des choses à proposer à ces personnes-là qui Oui, nous ont mais écoutés? figurez-vous que j'ai plusieurs personnes qui, dans mon programme, qui ont ce genre de problème. J'ai deux personnes qui sont anorexiques et plusieurs personnes qui ont ce problème, qui aimeraient bien. Alors j'en ai même plusieurs qui voudraient grossir. C'est l'inverse, mais il n'en demeure pas moins que effectivement la démarche, elle est la même. L'objectif est peut-être inverse, mais la démarche est la même. Parce que pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à prendre des kilos, c'est certainement parce que vous avez une blessure de rejet et que vous voulez disparaître. Vous voulez ne pas prendre de place, vous voulez qu'on vous oublie. Vous vous sentez un peu comme une proie en fait. Et vous voulez être transparente face à la proie. Donc vous ne voulez surtout pas grossir. Vous êtes sans doute très nerveuse. D'accord. Donc oui, c'est une problématique que je prends en charge, oui. C'est un problème, Okay. c'est une relation à l'alimentation comme une autre. Ok, d'accord. Une petite question technique de Soph à laquelle je vais répondre et puis après je vais reprendre des questions purement pratiques pour toi. Soph m'a demandé de lui réexpliquer comment ça fonctionnait au niveau des tarifs de l'atelier. Donc, deux tarifs différents, une fois 37, deux fois 18,50 d'un côté, une fois 47, deux fois 23,50 de l'autre. Dans les deux cas, l'atelier est proposé en direct le 6 mai à 20h30 avec la possibilité de poser à Odile toutes les questions que vous souhaitez en chat et Odile répondra à vos questions. Dans les deux cas, vous avez accès au replay de l'atelier à volonté autant que vous le souhaitez. La différence, c'est que sur le tarif à 47 € ou 2 fois 23,50 €, en plus d'avoir la possibilité d'assister à nouveau à l'atelier, de revoir l'atelier en replay, vous avez la possibilité de télécharger l'atelier, d'en avoir une version en vidéo sur votre disque dur, une version en MP3, donc juste en audio, sur votre disque dur aussi, de manière à pouvoir le réécouter, même ailleurs qu'à la maison, si vous le souhaitez. Ça, c'est par rapport à la question purement pratique que Soph posait. Magali disait qu'elle allait assister à l'atelier, donc par rapport aux questions qu'elle peut avoir sur son enfant, je pense qu'on va en reparler à ce Magali, je serai heureuse de vous retrouver la semaine prochaine. Super. Qui demande, on va pouvoir savoir quelles blessures nous avons, car j'ai déjà essayé de repérer les blessures et je n'y suis pas parvenue. Oui, ben justement, c'est l'objectif de l'atelier, c'est de vous accompagner pour les identifier, les décrypter et commencer à les guérir. Sinon, sur des questions plus individuelles, Mario qui dit le soir, j'ai à nouveau faim après 1 ou 2 heures du repas, donc peu de temps après être sorti de table. Donc, je n'arrive pas à me situer dans votre cadre de référence. Les blessures, j'en ai plusieurs, mais a priori pas aussi importantes que dans vos descriptions. Et du coup, c'est quoi mon problème dans ces cas-là? On fait quoi? Là, on sort un petit peu effectivement du webinaire, mais si vous avez des fringales le soir, c'est sans doute parce que vous avez une carence de sérotonine. Et ben voilà, je te remercie. Anne-Sylvie qui dit « Je me reconnais dans les conséquences du rejet, mais pas dans le comportement alimentaire correspondant. » Comment est-ce que tu peux aider Anne-Sylvie avec cette question-là, s'il te plaît? Parce que vous avez plusieurs blessures. Vous avez plusieurs blessures qui sont intriquées. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous avez du mal à démêler les choses. Et en fonction du moment où, entre le moment où vous avez la blessure qui vous invite à aller du côté du frigo et le moment où vous mangez, eh bien, il peut y avoir une autre blessure qui s'active. C'est ce que je vous avais dit et c'est ce que je vous ai dit en fin de présentation. Donc, écoutez, si vous venez à l'atelier, on va pouvoir étudier, je vais pouvoir vous accompagner, vous aider à démêler les chevaux, parce qu'il a l'air d'être bien serré. Mais c'est très fréquent, hein. Ne vous n'êtes pas la seule, c'est très fréquent.
Il y a Monique qui demande est-ce que l'âge joue un rôle? Donc, est-ce que les blessures vont s'activer ou se désactiver différemment selon l'âge de la vie auquel les personnes souhaitent commencer un accompagnement? Ok. Je crois que je suis pas mal. Si, la dernière question, je crois, qui sera pour Marie-Christine. Quand une maman force son enfant de 1 an à manger, quelle blessure, pardon, l'enfant peut-il avoir? Merci. Est-ce que ça peut être lié? Si c'est ça, il n'est pas. Ses besoins ne sont pas écoutés. S'il n'a pas envie de manger, les besoins de l'enfant ne sont pas écoutés. C'est une forme de rejet de qui il est. C'est à la fois du rejet, c'est un mélange. Hein. Ça peut être aussi une forme d'humiliation. S'il n'est pas ça peut être beaucoup de choses. Alors, ça peut être une forme d'humiliation parce que le plaisir qu'il a à manger est nié. Ça peut être aussi de l'injustice parce que peut-être qu'il trouve que c'est injuste s'il est par exemple à table avec ses frères et sœurs et s'il est le seul que l'on force à manger, il va le vivre comme une injustice. Je n'ai pas assez d'informations pour répondre d'une façon vraiment pertinente. Donc là aussi, si vous revenez vers nous, Marie-Christine, au moment de l'atelier, peut-être qu'on en saura un petit peu plus. Oui. Beaucoup de remerciements, beaucoup de personnes qui, du coup, ont très envie d'en savoir plus et qui seront avec nous le 6 mai. Bienvenue. Je serai très contente de répondre à toutes vos questions, à vous aider à identifier toutes vos blessures d'âme. Mais vous savez, c'est la vie. Lise Bourbeau y a consacré sa vie aux blessures d'âme. Mais c'est un sujet qui est tellement riche et tellement intéressant qu'il y a énormément de choses à dire. Et donc, c'est pourquoi l'atelier va être l'endroit où nous allons pouvoir échanger et je vais pouvoir vous accompagner, vous aider. Quand j'imagine qu'on a juste gratté un tout petit peu la surface de l'iceberg ce soir, alors que tu nous as déjà donné tant de matière à réflexion, je me dis que ça va être quelque chose, en effet. Est-ce que tu as envie, Odile, de nous donner un mot de la fin avant que l'on ne se quitte? Je ne l'ai pas écrit, tu me prends au dépourvu, je n'ai pas passé 3 nuits d'insomnie à poser la question de savoir ce que j'allais dire pour terminer. Tu nous as déjà dit plein de choses. Parce que je suis heureuse de vous retrouver. J'ai très envie de vous retrouver la semaine prochaine pour vous accompagner, comme je vous l'ai dit, et puis pour vous aider à voir le bout du tunnel de du yo-yo des kilos et de toute la souffrance émotionnelle et de tout le mal-être qu'il entraîne au quotidien. Et si je peux vous libérer de ce fardeau et de tous ces kilos émotionnels, ça sera vraiment le plus grand des plaisirs pour moi. Ah bah super. J'aime bien le mot de la fin d'Annick. Je me permets de le partager. Annick qui nous dit fin F-I-N et pas fin F-I-M. Et j'avoue, j'aime beaucoup. Exactement. Exactement. Alors attention Mario, on arrive à 22h15. Alors pensez à votre carence en sérotonine et buvez de l'eau. À votre horloge biologique. J'ai peut-être un truc à vous donner avant qu'on se sépare. Le cerveau ne fait pas la différence entre la faim et la soif. Et souvent, on croit avoir faim, donc on se précipite dans le frigo, alors qu'en fait, on a juste soif. Donc, Mario, mais vous tous, si vous avez faim, si vous croyez avoir faim, buvez d'abord un grand verre d'eau et après, vous pourrez savoir si vous avez vraiment faim ou pas. Et ça, c'est un coupe minceur impeccable, 0 calories. Et très, très efficace. Ah bah c'est super. C'est nickel.
Super. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Odile pour cette conférence et pour toutes ces richesses que tu nous as Merci à vous partagées ce soir. pour votre attention, pour toutes vos questions, et pour ce partage. Merci à tous. Bonne soirée. Donc à très bientôt. Au revoir.